Madame, monsieur, bonsoir. Objectif 2018. Vous connaissez maintenant le principe de cette émission qu'on vous propose depuis quelques semaines déjà sur Canal C. L'objectif est donc de dresser le bilan de la législature en cours dans nos communes. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la ville de Namur. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de dossiers à aborder. Je vous présente tout d'abord nos invités, qui sont donc des représentants du conseil communal de Namur. Du côté de la majorité, tout d'abord, honneur aux dames. Nous accueillons Anne Barzin, qui représente le MR. Bonsoir. Bonsoir. Maxime Prévost, bourgmestre de la ville de Namur, représente le CDH. Bonsoir. Et puis, troisième composante de la majorité, c'est le groupe Écolo avec Philippe Noël qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et puis de l'autre côté de la table ici, et d'ailleurs de la table du conseil communal, pour représenter l'opposition, nous accueillons tout d'abord Éliane Tillieu. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes la chef de file de l'opposition à Namur. Et à vos côtés, Fabien Martin. Bonsoir Fabien Martin. Bonsoir à tous. Vous êtes conseiller communal à Namur. Alors on va de suite voir la répartition des sièges au sein du conseil communal de Namur. Répartition actuelle, je tiens à le préciser, parce qu'il y a eu quelques transfuges et changements en cours de législature. Le groupe le plus important du conseil communal, c'est le CDH avec 18 sièges. Pour la suite, le MR, qui fait donc partie de la majorité, possède 9 sièges. Le groupe Écolo compte en ses rangs 6 sièges. Il faut y ajouter le poste de président du CPS avec Philippe Noël, qui est avec nous. Et puis, du côté de l'opposition, le PS, suite au départ de plusieurs conseillers, ne possède plus que 12 sièges. Et puis, comme vous l'avez pu le voir, il y a 2 indépendants, à savoir Pierre-Yves Dupuis, qui a quitté le PS, et Françoise Quinet, qui a quitté le MR. Ces deux conseillers vont d'ailleurs se présenter aux prochaines élections sur la liste défi. Voilà, les présentations sont faites. On passe à présent et directement aux faits marquants de cette législature, à savoir la consultation populaire à propos du projet de centre commercial au Square Léopold et à propos également de la suppression des arbres. Voici tout d'abord un extrait d'un reportage que nous avons réalisé au soir du 8 février 2015, le jour de cette consultation populaire. Certains retiendront que 3 Namurois sur 4 qui pouvaient voter ont boudé les urnes. D'autres retiendront que la majorité des participants a rejeté l'implantation d'un centre commercial sur le parc Léopold. Cette consultation populaire aura au moins eu le mérite de rapprocher les protagonistes du dossier. Nous allons tenir compte de ces signaux. La meilleure manière d'en tenir compte, à notre estime, c'est d'avoir maintenant une politique de la main tendue. Ce coin de table nous est offert, enfin, comme Marcel le disait très bien. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Avant le 8, les partisans du oui et du non s'opposaient dans des face-à-face parfois rudes. Après le 8, ils sont main dans la main pour discuter. De là à danser ensemble le big bisou, peut-être pas. Alors, eh bien, on va s'adresser à Maxime Prévost. Le lendemain, au soir même de cette consultation, vous parlez de la main tendue vis-à-vis notamment de Marcel Guillaume et du collectif pour la sauvegarde du parc Léopold. Est-ce qu'effectivement, le dialogue a été plus facile après et puis a pu se structurer au cours des semaines et des mois qui ont suivi ? En tout cas, le dialogue a repris à travers l'initiative que la majorité a suggérée, à savoir mettre sur pied un comité de conciliation qui a été présidé par M. Bogart, l'ancien commissaire fédéral au plan, puisqu'il fallait, en gage de réussite, une personnalité externe et neutre dans le dossier. Toutes les parties prenantes ont été réunies autour de la table et au terme de ces 4 mois de conciliation, je pense qu'on peut dire que le projet qui est sorti de la table était intrinsèquement meilleur que celui qui avait pu être proposé initialement. Donc je pense que le mérite de la consultation, même si le résultat n'est pas celui qu'on aurait espéré, a incontestablement été d'avoir une esquisse de projet meilleure après qu'elle ne le fut avant. Il s'en est suivi toutes les péripéties du dossier, et notamment la procédure de redressement judiciaire du partenaire financier à l'époque qui était Urbanové. Vous savez maintenant que c'est Besix, qui a les reins de loin les plus solides du pays en matière d'investissement, qui a repris le dossier. Et nous repartons maintenant d'une page blanche avec la volonté de co-construire un projet après avoir testé une hypothèse intéressante qui a été suggérée par le Forum citoyen, sur laquelle nous avons misé nous aussi en pensant qu'elle était effectivement crédible, mais des considérations de nature juridique nous empêchent de la concrétiser. L'essentiel, c'est surtout d'éviter de restreindre
ce dossier important pour le devenir de la dynamique commerciale de la ville à la seule question des arbres. On ne peut pas effectivement trouver de solution harmonieuse à ce dossier si on le restreint de la sorte. L'enjeu, bien au-delà évidemment de garder des poumons verts en cœur de ville, ce que nous souhaitons ardemment, et nous avons proposé à 200-300 mètres de l'actuel Square Léopold, dans la prolongation du Jardin des Mailleurs, une alternative qui permettra d'avoir un poumon vert en cœur de ville qui fait 2 fois la taille du Square Léopold. Mais l'enjeu premier, c'est d'abord de sauvegarder, de redonner de l'huile dans le moteur de la dynamique commerciale à Namur, qui aujourd'hui souffre des noyaux attractifs que l'on trouve hors de la ville de Namur, y compris parfois à quelques dizaines de kilomètres. On va revenir sur ce projet, notamment parler du switch. Mais Éliane Tillieu, au lendemain de la consultation populaire, on parlait donc de cette main tendue. Est-ce que vous trouvez qu'effectivement, dialogue il y a eu et qu'au fur et à mesure, le dossier a pris je dirais, la tournure que vous vouliez? En tout cas, quelle est votre analyse, je dirais? L'analyse est différente, on va tout de suite le dire. Tout d'abord, la consultation populaire, c'est l'exemple même du désenchantement politique. Il y a eu un collectif citoyen qui a récolté plus de 13 600 signatures pour organiser une consultation avec des questions qui ont été proposées. La ville les a balayées, en tout cas la majorité. Je vais éviter de dire la ville, la majorité les a balayées pour porter d'autres questions. On passera outre la saga des questions qui avaient été posées. Les premières étaient dignes du régime nord-coréen, tellement elles étaient influencées. Les deuxièmes étaient difficilement compréhensibles pour les citoyens, mais néanmoins, ceux qui se sont déplacés sont venus dire 3 fois non. On passera aussi l'idée que la publicité a été organisée par la ville, non pas pour faire savoir qu'il y avait une consultation, mais pour faire voter pour le 3 fois oui. Et donc, vraiment, c'est le cas d'école qui pourrait être repris au niveau des enseignants. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que vous trouvez que depuis, il y a eu du changement, du dialogue et qu'on a avancé dans ce dossier? Si on a parlé du comité de conciliation, il n'en avait que le nom, puisque la composition ne reflétait pas, évidemment, l'avis porté par les concitoyens. La grande majorité des personnes autour de la table est évidemment favorable au centre commercial. Alors on nous propose maintenant, après toutes les péripéties, y compris l'opérateur privé, de repartir d'une pierre blanche. Sauf que le préalable, c'est un centre commercial de 20 000 mètres carrés. Donc ce n'est pas ça de la véritable concertation, ce n'est pas ça non plus de prendre en compte les besoins exprimés par la population, qui est de préserver un parc public, un endroit public, de préserver les arbres, mais surtout de répondre aux besoins. Et là, on ne sait pas, aujourd'hui, il n'y a pas d'études véritablement sérieuses qui disent que ce type de centre commercial va véritablement redynamiser le commerce du centre-ville. D'ailleurs, les commerçants eux-mêmes, aujourd'hui, doutent de cet impact. On sait que si on instaure ce centre commercial en haut de la ville, il risque d'y avoir un glissement, une évasion des commerces vers le haut de la ville, du bas vers le haut, et donc des clients aussi, et donc un impact négatif pour toute une partie des commerçants. Alors, du côté de la majorité, est-ce qu'on en revient un petit peu, oui, Monsieur Noël? Oui, je pense que Mme Tillieu est déjà en train de dresser des lignes qui ne sont pas exactes. On part vraiment d'une page blanche. Je pense que, outre les évolutions respectives dans les réflexions, le contexte global a évolué. Et je crois qu'il faut en tenir compte. Il est très important d'entendre aussi le signal qui a été donné il y a 2-3 ans. Donc il faut réfléchir de manière beaucoup plus large, réfléchir de manière globale sur une dynamique de centre-ville. Le centre-ville de Namur a toujours été historiquement un centre-ville commercial. Il prend des formes différentes pour l'instant. Donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver en respectant. Est-ce que du coup le projet modifié, il n'aurait pas été le même effectivement il y a 2-3 ans? Est-ce que maintenant, au vu des réalités commerciales, économiques actuelles, vous bornez à toujours avoir un centre commercial dans ce centre-là ou tout à fait un centre différent? C'est pour ça que je dis que les choses ont évolué entre-temps. Je pense que la réflexion doit être une réflexion d'une polyvalence ou d'une en tout cas différentes formes. Je pense que le commerce n'est pas la seule forme d'affectation qu'il faudrait y avoir au centre-ville. Et je dis au centre-ville pour justement que le débat soit le plus large que simplement sur l'espace qui a été circonscrit autour du Square Léopold. Et donc, il est évident qu'il faut réfléchir maintenant à une dynamique qui allie différentes fonctions. La fonction commerciale fait partie d'une fonction du centre-ville, mais il y en a d'autres qui montrent toute l'attractivité urbaine que peut avoir la ville de Namur. Par exemple, du logement, des bureaux? Du logement ou d'autres fonctions administratives. Il y a toute une série de choses que l'on peut envisager de manière générale au centre-ville. On l'a dit clairement.
On l'a dit clairement d'ailleurs qu'aujourd'hui, on souhaite co-construire avec les différents opérateurs un projet beaucoup plus mixte. Bien entendu, où il y a une vocation commerciale qu'on ne nie pas, mais dédoublée de logements ou d'autres actions. Moi, je dis souvent une chose, on est en train de faire croire que l'arrivée de ce futur centre commercial serait l'élément qui déstructurerait, affaiblirait le commerce actuel. Je tiens quand même à souligner qu'à l'heure où nous parlons, il n'y a toujours pas la moindre brique de ce fameux centre commercial, et pourtant chacun s'accorde à reconnaître que depuis plusieurs années, comme nous l'avions prédit, il y a un lent mais constant déclin de la dynamique commerciale. Est-ce que le centre commercial ne va pas accentuer ça? Non, non. Très clairement, je comprends les réticences, les craintes, les peurs. C'est toujours ce que l'on rencontre quand il y a un changement important qui s'annonce. Mais ça fait plusieurs années que nous nous entourons d'experts de tout type qui nous conseillent sur la solution à apporter, et un centre commercial de taille modeste, dans un paysage de fonctionnalité mixte, situé au plus près du cœur de ville et donc directement dans l'axe de la rue de Fer, c'est l'élément qui peut redonner un coup de booster, là où on voit que partout ailleurs, on vient grappiller une part de notre clientèle. Le stock de fosses n'a pas doublé de superficie parce que les fossois ont doublé leur salaire. Simplement, ils vampirisent maintenant la clientèle de Profonde-Ville, de Florève, de Wépion, qui avant venait plus spontanément sur Namur. Donc il faut une vraie réflexion. Comme Philippe vient de le souligner, et c'est un point de vue qu'on partage entre les trois formations de la majorité, il faut un projet juste, bien calibré, qui tienne compte de tous les enjeux, parce que comme bourgmestre, je reçois aussi de plus en plus de doléances de citoyens qui se plaignent de cette fameuse bande arborée qu'est le Square Léopold, qui n'est pas le mieux famé, le mieux fréquenté, le mieux odorant, avec aussi là des craintes quant à la sécurité et à la cohabitation de certains publics. Donc ce qu'il faut, c'est réellement donner un coup de jeune à ce dossier. Fabien Martin et puis Anne Barzin. Oui, juste, M. Noël dit que Mme Thieux dit des choses qui ne sont pas exactes. Ce qui est exact, c'est en tout cas que les commerçants n'ont pas l'impression d'être entendus. J'ai posé plusieurs fois la question d'ailleurs au Conseil, mais je suis heureux en fait d'entendre Monsieur le bourgmestre nous dire en effet qu'on va avoir sur la table des études, puisqu'on l'attend, et on a une étude d'ailleurs de l'Université de Liège qui a été commandée, dont les résultats devraient normalement être connus, sur le développement commercial qu'on doit connaître au sein de notre centre-ville. Je pense qu'il n'y a pas que nous qui attendons les résultats de cette étude, il y a aussi tous les commerçants qui souhaitent pouvoir voir comment cette harmonie va pouvoir être faite au centre-ville pour espérer à un moment donné pouvoir rendre cette attractivité importante au centre-ville pour les commerçants, mais aussi pour toutes celles et ceux qui viennent en effet passer du temps en centre-ville. Très bien. Anne Barzin, puis une dernière question, Hélène Thidieu. Oui. Sur la politique commerciale, on a constaté ces derniers temps une évolution de la situation, comme cela a été dit par mes collègues. De plus en plus de Namurois vont faire leurs courses ailleurs, à l'Esplanade, à Louvain-la-Neuve, à Fos, à Marchand-Famenne. Des personnes qui se rendaient auparavant dans le centre-ville ne le font plus. Nous pensons qu'il faut redynamiser le haut de la ville. Le territoire de la ville de Namur n'est tout de même pas fort étendu, donc aller du haut au bas de la ville n'est quand même pas si long. Donc je pense que ce sera un élément positif pour l'ensemble des commerçants qui sont déjà installés dans le centre-ville. Le but aussi est d'avoir davantage de complémentarité, de mixité, d'essayer d'attirer des enseignes qui ne se trouvent pas pour le moment à Namur. Plusieurs raisons, parce que souvent les espaces qui sont disponibles, on a des cellules vides, mais qui sont souvent trop petites pour accueillir certaines marques qui souhaiteraient venir s'installer à Namur. Donc l'objectif que nous avons est de renforcer l'attractivité commerciale de Namur, de faire revenir des personnes qui ne se rendent plus à Namur pour faire leurs courses. Et ceci aura un effet positif sur les commerçants qui sont déjà installés. On a beaucoup de commerces de qualité déjà dans le centre-ville. Il faut pouvoir renforcer encore l'attractivité. Très bien. Dernière intervention sur ce dossier, Hélène Thidieu. Sur le dossier. Donc, à propos de l'entretien du parc, c'est facile de dire que c'est nauséabond aujourd'hui et qu'il faut absolument mettre un centre commercial. Il suffit de l'entretenir et ça, c'est de la responsabilité de la ville aujourd'hui. Donc, on peut déjà agir, bien entendu. Sur la question du commerce, faire un centre commercial qui sera le même qu'à Liège, Charleroi, Bruxelles, Madrid, Rome ou Barcelone, je ne trouve pas que c'est le projet de ville de Namur. Aujourd'hui, justement, monsieur disait tout à l'heure que c'est un centre commercial à ciel ouvert, Namur, avec ses petites ruelles étroites, avec cette particularité que la mobilité est difficile pour y accéder. Eh bien, ne faisons pas l'erreur de vouloir faire ce que les autres ont fait, surtout que ce type de centre commercial, aujourd'hui, prouve qu'en quelques années, c'est un déclin
extrêmement rapide parce que les surfaces commerciales sont beaucoup trop grandes et ne correspondent pas à la formule actuelle, beaucoup plus moderne, beaucoup plus innovante, avec l'e-commerce. Aujourd'hui, ce sont de toutes petites structures, de toutes petites cellules avec un exemplaire, par exemple pour un magasin de vêtements ou de chaussures, un par taille où on peut aller essayer dans une cabine qui par ailleurs sera connectée ou virtuellement, vous pouvez endosser une veste puis demander celle qui est en vitrine et repartir avec une commande ou alors si c'est en magasin, pouvoir le faire livrer dans un point relais, un point d'enlèvement, ce qui permet de retourner au park and ride avec pas de paquet dans les mains, très à l'aise, reprenant le bus. C'est un nouveau système de commerce. Et je pense que Namur peut se lancer dans quelque chose de beaucoup plus moderne. Et enfin, par rapport à la fameuse menace des centres-villes, des centres commerciaux à l'extérieur, il n'y en a pas aujourd'hui, sauf peut-être qu'il y a un promoteur qui demande 10 000 m² de commerce à Belgrade. Bien. Donc, on ne va pas entamer ce dossier-là, si on est parti. C'est extrêmement important de préciser les choses. Très rapide. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de ce centre commercial à superficie de grande taille? Madame Barzin l'a très bien souligné. Le charme de Namur, ce qui fait qu'on aime tant cette ville, c'est justement son caractère patrimonial, historique, ses petites rues commerçantes et piétonnes. Mais le revers de la médaille, c'est que toutes ces anciennes maisons de maîtres, elles n'offrent en moyenne que 90 m² de superficie commerciale. Or, pour concurrencer Internet, les grandes enseignes qui sont des locomotives attractives ont justement besoin de 4, 5, 600 m² pour exposer toute leur gamme. Sinon, la situation, elle est très claire. Quand vous êtes dans votre divan derrière votre écran d'ordinateur et vous avez accès à 100% de la gamme, si dans la commune, en cœur de ville, vous n'avez que 20% de la gamme qui est exposée, vous allez rester dans votre divan. Si vous allez pouvoir physiquement toucher la totalité de la gamme, les opérateurs nous disent, à ce moment-là, ça redevient attractif. Et donc, le revers de la médaille de ce charme namurois, c'est la petitesse, l'étroitesse des superficies de commerce. Vous voyez d'ailleurs que les promoteurs viennent nous trouver maintenant pour fusionner plusieurs rez-de-chaussée afin d'offrir des superficies commerciales de plus grande taille. Et tant mieux, c'est ça que nous voulons faire dans le centre commercial pour que ce soit réellement complémentaire à ce que nous connaissons aujourd'hui et de surcroît que ça puisse avoir un impact à la baisse sur le prix des loyers qui sont trop élevés et qui empêchent aussi des petits indépendants de pouvoir continuer de rester en cœur de ville. Très bien. Allez, on passe au dossier suivant parce que, comme je le disais en début et en introduction, on a beaucoup de dossiers abordés. On parle maintenant des projets structurants de manière générale. Il y a évidemment ce projet de centre commercial. Il y a aussi, on l'a vu, la ville change beaucoup pour le moment, beaucoup de travaux. La construction de la gare des bus sur la gare des trains avec la rampe qui y mène. Le Grognon également. Le projet de téléphérique. Alors, sur ces projets structurants, où en est-on? Est-ce que vous êtes dans le planning prévu lors des précédentes élections, je dirais? Est-ce qu'on est dans le bon et à quoi doit-on s'attendre dans les prochaines années? Monsieur Prévost, tout d'abord, et puis j'aurai l'avis de la position sur le sujet. Est-ce que nous sommes dans le planning à quelques mois près? Oui, il y a quelques mois de retard liés aux découvertes des fouilles, mais que l'on consent bien volontiers, puisqu'on sait qu'une fois que les travaux auront été faits, les vestiges auront été irrémédiablement traités. Mais la collaboration avec les services d'archéologie se passe extrêmement bien. On sait que le mouvement qui a été enclenché avec la transformation de la ville, singulièrement au berceau qu'est le Grognon, là où pendant un demi-siècle, il n'y a jamais eu de projet qui a pu éclore. On est resté avec une morne plaine de voitures pendant des décennies. C'est dramatique, il n'y avait aucun motif ni pour un Namurois ni pour un touriste, finalement, de se rendre à la pointe du Grognon alors que c'est avec le confluent le berceau de la ville. On a enfin quelque chose d'ambitieux grâce aux fonds européens. Ça, c'est un élément du bilan à souligner. C'est la première fois en 40 ans que la ville de Namur a été décrochée des fonds auprès de l'Europe pour faire ses projets. Au niveau de la passerelle, le timing avance bien. Elle devrait commencer à être installée vers fin mai, début juin, pour être opérationnelle vers le mois de septembre. Donc les choses sont en train de s'emboîter et de s'articuler pour que l'ambition de Namur et son visage moderne puissent être incarnés d'ici 2-3 ans, avec surtout des parkings souterrains additionnels, parce qu'on le sait, c'est une difficulté à Namur. On n'a plus de baguette magique pour créer des places en surface, ou alors il faut commencer à raser des quartiers, mais ce n'est pas la volonté. Donc on doit créer des places en souterrain. C'est la logique des 650 places du Grognon ou des parkings qui sont envisagés aux casernes ou aux places du Palais de Justice, par exemple. On va reparler du parking et stationnement en fin d'émission. Vous avez éludé le problème du téléphérique. C'est un des projets structurants qui n'avance pas. Je n'ai pas cherché à l'éluder, pas du tout. Je vous le rappelle quand même. Mais vous faites bien, que ça me permet d'être transparent par rapport aux citoyens, parce que sur ce dossier, on entend beaucoup de choses et souvent
des informations tout à fait erronées, mais on sait que c'est la volonté de ceux qui sont opposés au projet de la diffuser. Très clairement, on vient de terminer les réunions multiples qui se sont tenues avec les acteurs du patrimoine, les ingénieurs, pour ce qu'on appelle le certificat de patrimoine, afin d'obtenir le feu vert de celui-ci sur le tracé qui avait déjà fait l'objet d'un consensus. On est en train de finaliser aussi avec le fonctionnaire délégué qui délivre le permis d'urbanisme les plans concernant les stations de départ et les stations d'arrivée. Donc c'est un projet qui, s'il suit correctement son parcours, doit pouvoir faire l'objet d'une demande de permis dans les prochains mois et être concrétisé courant de l'année 2019. On aura connu, c'est vrai, là, 6 à 8 mois de retard, étant donné les compléments d'études indispensables qui étaient nécessaires sur les aspects patrimoniaux et également environnementaux pour s'assurer aussi d'une bonne intégration paysagère sur la citadelle, qui reste quand même notre vaisseau amiral sur le plan touristique. Mais je me réjouis que la perspective s'ouvre de sa concrétisation, parce que ça permettra de redynamiser aussi toute la place Maurice Servet, qui aujourd'hui est comme un greffon au pied du piétonnier qui n'a pas pris. Les commerces meurent, et là, rendre cet endroit convivial, piétonnier, ce sera certainement aussi fort agréable avec un kiosque, puisque nous y sommes engagés. Très bien. L'avis de l'opposition sur ce projet structurant, vous choisissez le dossier que vous voulez, mais qu'en pensez-vous, Madame Thieu? Déjà, globalement, l'ensemble des projets fait qu'à Namur, il y en a au moins qui vont être contents, c'est les fabricants de rubans et les fabricants de ciseaux, parce qu'on va inaugurer à tour de bras à Namur. Alors, on pourrait s'en réjouir, avoir énormément de projets. Ce qui est critiquable, par contre, c'est l'absence de lien, l'absence de fil conducteur dans ces différents projets. On a l'impression qu'on va réaliser une série de travaux de part et d'autre, qui sont des travaux principalement d'infrastructure, donc ce sont des gestes architecturaux, mais par contre, pour la raison, le véritable projet de ville derrière, cela, véritablement, ça manque. Est-ce que, par exemple, les citoyens namurois réclamaient une passerelle au-dessus de la Meuse? Alors, c'est bien, c'est sympathique, mais était-ce vraiment une priorité? Le téléphérique, tout le monde en appelle à un retour du téléphérique, parce qu'on est, c'est vrai, nostalgique, des petits œufs de toutes les couleurs qui montaient, qui descendaient. Un téléphérique de ce type-là n'est plus possible aujourd'hui. Et ce qu'on va nous mettre en chantier va coûter cher pour les Namurois. Et c'est un projet qui, il faut bien dire, ne tient qu'à un fil, si on parle du téléphérique, en tout cas, par rapport à son évolution aujourd'hui. Un câble peut-être, mais un fil sûrement sur la manière de procéder. Ce que nous enseignent finalement ces différents projets, c'est qu'il manque, au-delà du lien entre eux, il manque de coordination. Soit aussi, il manque dans la manière dont les dossiers sont montés. On a vu, par exemple, sur le Grognon, un temps extrêmement réduit laissé aux archéologues pour les fouilles, pourtant avec un effort important, parce que la région a recruté une trentaine d'archéologues, ce qui est très bien, mais par contre le temps est très très court par rapport à l'ampleur de ce que l'on trouve aujourd'hui comme vestige au Grognon, puisqu'on a retrouvé des pièces de l'époque romaine, etc. Donc c'est extrêmement important pour connaître et faire revivre évidemment le passé de notre ville. Donc vous pouvez passer par là, demander leur avis, ils sont tristes évidemment, sont tristes du temps court qu'il leur est laissé, même s'ils ont eu du rabio. Ils sont tristes également de devoir travailler en même temps que les pelleteuses. En même temps, ils fouillent et en même temps, il y a des grues qui viennent, qui creusent et qui essayent de faire avancer le chantier parce qu'on sait qu'il y a les fonds européens. Donc, je connais déjà la réponse, évidemment, de la majorité. Mais néanmoins, c'est évidemment dommage. Par rapport au fait qu'il n'y a pas eu de projet qui a pu émerger dans les quelques décennies qui viennent de s'écouler, je rappellerai quand même que le parti de l'actuel bourgmestre, c'est-à-dire le CDH, était aux commandes également lors de cette décennie. Bien, réponse du côté de la majorité? Je souhaitais peut-être réagir par rapport à la notion de cohérence. Je pense qu'il y a une cohérence globale dans les projets qui s'articule sur une dynamique de ville qui est très claire. On a déjà évoqué des problématiques de mobilité de manière effleurée. Je pense qu'il y a un projet structurant qu'on n'a pas encore évoqué qui est vraiment le lien entre tous ces éléments qui concernent les déplacements au sens large, c'est le STI, le système de transport intelligent. C'est une dynamique qui n'est peut-être pas aussi visible que les autres projets, puis qui sont très forts dans un aspect visuel positif
il y a un élément très important sur ce système de transport intelligent qui va permettre une gestion dynamique et la cohérence de tous ces ouvrages que vous avez cités, que ce soit au niveau du bus, au niveau des voitures, au niveau des parkings souterrains. Donc je pense que cette cohérence-là, elle existe. Elle se matérialisera peut-être sous une forme qui sera peut-être moins visible, mais qui sera tout aussi efficace pour les Namurois. Ce système de transport permettra quand même une gestion dynamique de l'ensemble des flux. Et on parle des flux cyclistes, on parle des flux de voitures, de l'ensemble de la circulation, du stationnement. Donc je pense que même si ce n'est pas le projet structurant qui paraît le plus visible, ce sera probablement un de ceux qui permettra d'avoir une optimisation et une cohérence globale au sein de Namur. Anne Barzin, puis on passe à la question qui fâche. Oui. Il y a évidemment une cohérence dans les projets que nous avons souhaité développer au cours des dernières années. On peut se réjouir tout de même à nouveau du fait que nous avons obtenu pour la première fois des montants importants dans le cadre des fonds structurels européens. Le projet Confluence, c'est vraiment un projet majeur pour la ville. Ça permettra de redynamiser ce lieu qui en avait bien besoin. Ce sera bon à la fois pour les habitants de notre ville, pour les personnes qui y travaillent, pour les touristes. On est à quelques mètres du Parlement de Wallonie, à quelques mètres de l'Élysette, de la Citadelle, qui a connu aussi des rénovations vraiment très importantes au cours de cette législature. Je pense que ça doit être souligné également. Le téléphérique sera un élément positif également dans le cadre de cette dynamique touristique. Je voudrais également mettre l'accent sur un projet qui n'a pas encore été évoqué jusqu'ici. Il ne bénéficie pas de fonds européens, mais bien d'une aide aussi de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est tout le projet relatif à l'île aux Rogiers, avec une vocation culturelle, la rénovation du Grand Manège, qui est attendue depuis très longtemps, avec la création d'une salle de 800 places, avec une acoustique vraiment particulière, de grande qualité, digne de Flagey. La construction du conservatoire, qui est depuis sa création, il y a des décennies, dans des situations transitoires. On travaille sur plusieurs sites, dans des conditions qui sont difficiles. Donc c'est un magnifique projet, une belle combinaison entre la culture et l'enseignement. Et on a à côté de ces deux éléments-là aussi, sur l'île aux Rogiers, la cité des métiers et la construction souhaitée de nombreux logements, un parking souterrain également. Donc on voit que dans tout le haut de la ville, on a des projets. Je pourrais citer à quelques mètres de là le projet de la régie foncière avec la création d'une nouvelle bibliothèque également, un parc sur le site des casernes, le futur palais de justice qui sera concrétisé grâce à l'intervention du gouvernement fédéral et les travaux commenceront dans quelques mois. Donc on voit que dans tout le haut de la ville, on n'a cité que quelques exemples ici, mais dans tout le haut de la ville, on a vraiment voulu redéployer, redynamiser la ville au bénéfice de l'ensemble de ses habitants. Juste rapidement. Un mot rapide, parce que souvent j'entends répéter par les uns ou les autres, oui mais tous ces grands projets, qui les financent, ça va plomber le budget de la ville. Je voudrais couper les ailes au canard. Tous ces grands projets, ils peuvent enfin être développés. La ville de Namur peut enfin se déployer et avoir son juste dû, parce que nous avons été chercher durant cette législature des subsides inédits au niveau de l'Europe, au niveau de la région, au niveau de la communauté française. Et il finance jusqu'à 90% ces différents grands projets. Ça veut dire que le budget classique de la ville, celui qu'on utilise au jour le jour pour les travaux dans nos écoles, dans les centres sportifs, dans les cœurs de village, dans les voiries qui doivent être refaites, c'est un budget qui est préservé et qui n'est pas amputé par cette dynamique des grands projets. C'est important de le dire, d'autant que la ville de Namur, après 10 ans d'efforts, peut aujourd'hui se targuer d'être une des seules grandes villes wallonnes à avoir assaini ses finances. Nous avons géré les choses en bon père de famille et aujourd'hui, nous sommes une des rares grandes villes à avoir un budget qui est à l'équilibre et même avec des réserves. On a un bas de laine, donc pour les générations futures, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, contrairement à ce que l'opposition essaye parfois d'agiter comme épouvantail. Très bien. En parlant de finances, on passe au dossier suivant, puisque justement, pour rééquilibrer ou alimenter les finances et les caisses de la ville, vous avez à un moment émis l'idée d'une taxe sur les bureaux. C'est la question qui fâche au cours de cette législature. C'était en octobre 2013, avec cette idée de taxe qui a vite été abandonnée. Je propose qu'on regarde un extrait d'une interview consacrée à ce sujet à l'époque, et puis on en reparle. Chacun aura de bonnes raisons de trouver qu'elle n'est pas juste. D'autres diront qu'au contraire, c'est la plus équitable. On a vraiment eu le souci, en tout cas, de concourir à cet effort indispensable pour les projets de développement futur de la ville, d'assainissement de nos finances. C'est aussi une responsabilité. On voit dans l'actualité à quoi ça peut mener quand on ne tient pas correctement les cordons de la bourse. On a voulu le faire avec bon sens, vraiment dans le sens d'un bon père de famille, et donc en réduisant au maximum les nuisances pour les Namurois, et en particulier ceux qui entreprennent, puisqu'ils sont toujours les bienvenus à Namur, évidemment.
Précisons enfin que cette taxe devrait rapporter 600 000 € par an à la ville. Voilà, vous avez vu beaucoup de changements au cours de cette législature, y compris au niveau du look du bourgmestre. Alors justement, monsieur le bourgmestre, cette taxe, c'était une erreur de votre part? Vous le reconnaissez? J'ai reconnu d'ailleurs assez vite, l'ensemble de l'équipe communale a reconnu que ce n'était probablement pas la meilleure source d'inspiration que nous avions. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Je viens de l'évoquer. Quand cette majorité a repris la ville de Namur au Parti socialiste, la ville de Namur affichait 15 millions d'euros de déficit annuel. Ça veut dire 600 millions de francs belges de déficit chaque année. Si on ne changeait pas la donne, on allait droit dans le mur. C'était en quelque sorte la faillite virtuelle de la ville de Namur qui était à l'horizon. Nous avons donc dû agir sur le levier fiscal, sur la réduction de la voilure de toutes nos dépenses, sur le personnel, pour aujourd'hui, 10 ans plus tard, avoir une bonne santé financière qui est la meilleure des garanties pour les services communaux et pour les générations futures. Nous avons dans la palette des mesures envisagées pour assainir nos finances, à un moment, envisagé effectivement de taxer le mètre carré des bureaux, comme ça existe dans bien d'autres communes. Nous sommes vite rendus compte, sensibilisés d'ailleurs par l'UCM avec une argumentation pertinente, et nous avons reconnu cela. Je crois que c'est la force des élus aussi d'accepter de se remettre en cause, que ce n'était probablement pas la bonne voie à suivre, et donc nous l'avons aussitôt retiré. Donc c'est un projet dont on n'a plus entendu parler, et pour cause, puisque c'est un projet qui était mort-né. Mais je pense que là où souvent j'entends les hommes et les femmes politiques pointer du doigt en disant « mais enfin, de toute manière, quand les citoyens ne sont pas d'accord, ils n'écoutent pas, ils n'en font qu'à leur tête, ils sont butés, ils avancent, ils ne vont jamais renoncer ou faire demi-tour parce que sinon leur ego sera blessé ». Je pense qu'on se grandit, et on s'est grandi à cette époque en reconnaissant qu'on faisait fausse route et en mettant toutes les questions d'ego de côté pour dire « cette taxe, c'est pas une bonne idée, on la met à la poubelle ». Et on continue d'avancer avec des mesures de bon sens d'une autre nature. Éliane Tillier, votre analyse sur ce dossier, ce revirement de la majorité, mais aussi sur les finances de manière générale à la ville de Namur? En volte-face, parfois, ça peut grandir l'homme, comme il était écrit dans la presse. Et donc, on peut faire volte-face aussi dans d'autres dossiers. Ça ferait peut-être plaisir, comme le centre commercial, par exemple, sur le fait qu'en 2006, la ville aurait été laissée exsangue par le Parti socialiste. Je rappellerai tout de même que les joints des finances n'étaient autres qu'un MR, aujourd'hui devenu gouverneur. Ça lui fera plaisir d'entendre ce qui est dit sur le plateau aujourd'hui, donc il faut quand même restituer la vérité historique. Pour les fonds qui sont dévolus à la ville, on peut tous s'en réjouir, y compris moi-même, puisque j'étais au gouvernement avec le bourgmestre de la ville de Namur lorsque ces moyens financiers ont pu être dévolus à la ville. Sur ce qui concerne le fait que les budgets ordinaires de la ville ne sont pas touchés par les grands projets structurants, c'est plus ou moins vrai. Sur le téléphérique, par exemple, ce n'est pas vrai du tout. Et sur la question de l'équilibre budgétaire, il y a quand même des petites astuces que l'on utilise à la ville de Namur, comme par exemple lorsqu'on emprunte, allonger la durée de remboursement, ce qui fait que pour chaque Namurois qui naît aujourd'hui, on est certain qu'il y a un endettement de la ville pour 30 ans déjà, donc c'est le cadeau en même temps que le petit doudou Ruman qu'il va recevoir. Mais là aussi, c'est important de remettre les points sur les i. Le directeur financier, et nous avons un directeur financier de qualité à Namur, que fait-il? Tout le monde s'est rendu compte ces dernières années que nous avions une période de taux d'intérêt bancaire historiquement bas. Nous avons même pu contracter des emprunts de mémoire à 0,2%. Et donc, évidemment, qu'a-t-il fait? Il a retoiletté l'ensemble des emprunts qui étaient en magasin pour pouvoir alors abandonner des taux de 4, 5, 6, 7% pour bénéficier des taux actuels. Mais on n'impacte pas trop les générations futures? Non, parce que la charge qui vient de dette, mais celle d'après. Monsieur Collin, parce que la charge de dette aujourd'hui, donc l'impact de cette dette sur le budget de chaque année, est plus bas aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 5 ou 6 ans, grâce à cette gestion dynamique. Et donc oui, étant donné que nous avons investi beaucoup, le volume de dette s'accroît, mais la charge que cette dette représente pour le budget de la ville diminue. Et donc, il faut arrêter, là aussi, d'agiter des épouvantails. En la circonstance, on a une trajectoire budgétaire qui est largement maîtrisée, qui nous permet aujourd'hui d'avoir un profil financier beaucoup plus stable, serein, que nous ne l'avions, nous, hérité il y a 10 ans. Et donc, c'est une fierté, quel que soit le résultat du prochain scrutin, de pouvoir, le cas échéant, avoir la ville de Namur qui continuera pour les années à venir de présenter
un bon profil financier, c'est les services communaux qui seront les premiers gagnants, et donc nos citoyens, puisqu'on ne devra pas y toucher. Fabien Martin? Juste que le bourgmestre oublie de dire qu'on a quand même augmenté l'IPP. Je pense que c'est important de le dire. L'IPP, donc c'est le taux d'imposition. Voilà, et donc on est quand même passé, on est à 8,5 pour le moment, et ça je pense que les Namurois doivent savoir aussi que si la ville va mieux et si les finances sont assainies, c'est parce qu'ils y contribuent également. Donc je pense qu'il est important de le rappeler. Et sur les 600 000 de taxes, sur la taxe des bureaux, elle aurait sans doute payé notre téléphérique, parce que c'est bien sûr un projet qui ne rentre pas dans les fonds européens. Le refinancement wallon que nous avons obtenu de 2 millions d'euros chaque année comble largement les 600 000 euros de contribution pour le téléphérique. L'impact du téléphérique sur le budget communal, c'est 0,3%. Donc arrêtons là aussi de faire croire que le budget va dérailler à cause du téléphérique. Anne Martin, sur les finances? Sur la taxe bureau, il faudrait peut-être juste rappeler que le Parti socialiste avait voté de manière favorable cette taxe, et c'était absolu quand nous avons souhaité la retirer. Voilà, ça mérite d'être rappelé. Et par rapport à l'évolution de la situation financière de la ville, c'est vrai que des efforts très importants ont été réalisés depuis une bonne dizaine d'années maintenant. On a une situation qui est saine, un budget en équilibre. Nous avons encore des réserves. On a fait attention à tous les postes de dépenses. Et c'est vrai qu'avec le travail qui est réalisé de gestion dynamique de la dette, il ne faut pas inquiéter les citoyens namurois par rapport à l'avenir de leurs enfants ou la charge de dette pour leurs enfants et petits-enfants. Nous y veillons bien entendu. Et nous sommes très prudents par rapport à cela. Et toutes les aides extérieures, tous les financements extérieurs nous permettent d'avoir des investissements importants, mais sans alourdir de manière démesurée la dette et la charge de dette pour le citoyen namurois. On a fait des efforts au niveau du fonctionnement. On ne remplace pas de manière systématique les départs à la pension. Donc on a vraiment une analyse ligne par ligne du budget pour avoir une situation financière saine. Très bien. Dossier suivant. Non, je tiens quand même à rappeler que si on a voté favorablement la taxe, et on l'assume, c'est parce que clairement on a eu une bonne discussion avec le bourgmestre dans sa commission, parce qu'il y avait là l'opportunité de développer d'autres projets qui nous semblaient intéressants, comme du logement par ailleurs, comme le développement finalement de projets qui nous semblaient intéressants, et que cette manne pouvait justement donner une bulle d'air pour concrétiser ce genre de projet. Je pense qu'il y a la vérité de le dire, qu'il faut aussi le souligner, et qu'en effet, en termes de justice fiscale, il nous apparaissait intéressant que chacun contribue à l'effort. Très bien. Allez, dossier suivant. Madame Tilleux regrette le volte-face et Monsieur Martin dit que c'était une bonne chose d'avoir voté la taxe. Bien. Je n'ai pas regretté le volte-face, vous interprétez. Dossier suivant, et il a aussi fait couler beaucoup d'encre au cours de cette législature, surtout ces 2 dernières années, c'est le règlement anti-mendicité. Alors là, il y a eu une première mouture, une deuxième mouture, des retours vers aussi les instances juridiques. Ça n'a pas été un dossier facile, je dirais, au niveau de la majorité. Qui peut l'évoquer parmi vous? Philippe Noël, qui est président du CPS, rappelons-le aussi. Et donc, c'est un dossier qui a posé problème et qui maintenant est en voie de régularisation, mais ça n'a pas été facile. Non, dossier difficile d'autant plus que la situation globale au niveau territoire namurois est en évolution. Donc on constate effectivement qu'on a une augmentation de la précarité, et ça, il ne faut pas s'en cacher. On est bien au fait. Namur n'échappe pas à la règle. Exactement, on est bien au fait au CPS de Namur de voir à quel point les inégalités augmentent de jour en jour, et donc il faut pouvoir trouver des moyens pour y arriver. Et donc effectivement, il y a lieu de travailler sur une non-stigmatisation des publics. Je pense que c'est très important. C'est sur quoi nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de cette réflexion que nous avons eue tous ensemble. Je pense que la première mouture ne répondait pas aux ces objectifs d'éviter de stigmatiser un public déjà fragilisé. On le rappelle, le règlement général de police permettait déjà de répondre à un certain nombre de préoccupations en termes d'une problématique de centre-ville qui est une problématique d'insécurité qui est évoquée régulièrement. Et donc cette première mouture ne répondait, selon nous, absolument pas à la préoccupation générale en termes d'insécurité. L'évolution et la concertation qu'il y a eu, parce qu'il y a eu comme une concertation qui a été menée de manière très claire avec l'ensemble des intervenants sur le sujet pour faire évoluer les choses, je pense qu'on est arrivé à une situation qui est acceptable, mais il faut rester vigilant. Il y a lieu de trouver une place pour chacun au sein de notre ville, en ce compris les plus précarisés. Les sans domicile fixe en font partie. Ce ne sont pas eux qui sont la source de l'insécurité, mais ils sont à devoir en prendre en considération au sein d'une vie
collective. Et donc, il faut pouvoir trouver une place pour chacun. Et effectivement, ce règlement mendicité a été le lieu d'une discussion sur l'inclusion globale de chacun dans notre société. Du côté du Parti socialiste, vous avez évidemment suivi ce dossier de très très près. Est-ce que vous avez partagé à un moment l'avis de la ville, les différentes évolutions de ce règlement? Est-ce que vous trouvez qu'on est dans le bon maintenant ou qu'il faut encore améliorer la situation? Je ne vais pas étonner quelqu'un autour de la table en disant qu'on n'est pas dans le bon et qu'on a toujours été opposé aux mesures qui ont été proposées. Tout d'abord, quand le président du CPS dit la première mouture, je pense qu'il passe déjà la deuxième, puisque la première mouture était celle de 2014, qui intégrait en effet des mesures d'interdiction totale en matière de mendicité et qui étaient reprises dans le règlement général de police. Suite à cet épisode, il y a eu en effet une réflexion qui a été entamée, une réflexion qui s'est limitée à 2 réunions, entre l'application de cette fameuse première règle et la réflexion. On était ici autour de la table et avec autour de la table Madame Scalquin-Léchevin en charge de l'action sociale et plusieurs travailleurs sociaux qui ont pris un joker quand ils ont dû répondre à la question de savoir si c'était une bonne chose ou pas. Aujourd'hui, en 2018, à la 4e mouture d'une interdiction de mendier, aujourd'hui, on est toujours au même niveau, avec des travailleurs sociaux qui n'entendent pas ou qui ne se sentent pas écoutés ni entendus, avec des mesures qui sont prises, qui sont malheureusement, les conséquences apparaissent assez dramatiques, parce que les conséquences, il y en a eu. Alors, je ne dis pas que c'était une volonté de la ville d'avoir ces conséquences qu'on connaît aujourd'hui, mais en tout cas, elles ont été produites. Les conséquences, c'est d'abord le fait d'avoir un appel d'air qui s'est produit entre le moment où le conseil communal prend une décision. Quelques jours après, le conseil communal est nié dans les faits puisque la majorité s'est assise sur une partie en fait, de ce qui a été voté pour revoir un certain nombre de choses. Et heureusement, revoir en effet le fait que la période sur laquelle le règlement de mendicité d'interdiction de mendier était pris, en même temps se trouvait la fermeture de l'abri de nuit, chose que nous avions nous-mêmes évoquée lors du conseil communal où nous avons pris cette fameuse règle. Un cafouillage total, aussi on avance, on recule. Je pense que là on a un exemple flagrant d'une majorité qui n'a pas entendu, qui n'a pas écouté, qui n'a pas concerté comme dans d'autres dossiers et qui a pris une série de mesures qui aujourd'hui se retournent contre eux. Parce que qu'est-ce qui reste aujourd'hui, et ça me rassure d'entendre Monsieur le Président de CPS de dire que ce n'est pas une situation encore confortable et qu'elle génère encore certaines difficultés, parce qu'aujourd'hui, il y a des conséquences qui sont bien plus lourdes que celles qui étaient prises avant le règlement, à savoir des squats qui existent en nombre, avec des personnes qui sont dans un manque de dignité totale et qui occupent des états, des taudis délabrés et qui aujourd'hui n'ont pas de réponse à leurs demandes et parfois même avec des projets qui sont déposés auprès de la majorité. Très bien. Alors, on va, je suis désolé, mais passer aux questions citoyennes rapidement, en 1 minute. C'est extrêmement sensible comme dossier. J'ai été moi-même échevin de la politique sociale et ministre de l'Action sociale, donc je suis tout sauf quelqu'un qui n'est pas sensible à la question sociale. Mais à un moment donné, comme bourgmestre, et cette majorité y a veillé aussi, on ne peut pas être sourd aux autres messages qui nous sont adressés. Nous n'avons jamais voulu faire la chasse aux pauvres, la chasse à la précarité, comme on l'a caricaturalement exposé, mais l'espace public, il doit être vécu harmonieusement par tout le monde. Et je reçois encore aujourd'hui, tous les jours, des emails, des messages, des coups de téléphone de commerçants, de citoyens qui se plaignent en disant, écoutez, on ne sait plus venir à Namur sans avoir tous les 50 mètres de la mendicité qui, à certains moments, n'est pas problématique, mais à d'autres moments, est agressive, est effectivement source de sentiments d'insécurité. Et ça, je veux aussi qu'on l'entende et qu'on ne mette pas la tête dans le sable. Il n'y a aucune solution miracle. Aucune ville dans ce monde n'est parvenue en un claquement de doigts à régler la question. Et nous n'avons pas eu la naïveté, en prenant un règlement qui avait une durée limitée de 3 mois, de penser que par un coup de claquement de doigts, ça allait être réglé aussi. Mais il fallait à un moment donné donner un signal, le holà. J'ai réinterpellé aussi le parquet, parce que sur la mendicité organisée, il reste choquant de voir des véhicules qui arrivent le matin, qui embarquent le soir, des gens qui viennent mendier. Ce n'est pas non plus la place d'enfants à moitié anesthésiés qui ont 3, 4, 5, 6 ans d'être pendant 10 heures sur un trottoir. Et donc, il nous semble qu'il faut pouvoir se saisir de ce phénomène, mais dans le respect par rapport à celles et ceux qui réellement sont confrontés à de la précarité. Anne Barzin, et puis on passe aux questions citoyennes. Ce qui est décrit est répréhensible quand même. Il n'y a pas besoin de règlement pour cela. C'est déjà dans la loi. Notamment le règlement. C'est déjà une possibilité d'agir
au travers de la loi qui existe. Anne Barzin. Pourquoi avons-nous voulu adopter des mesures en ce qui concerne la mendicité? Pas pour stigmatiser les personnes qui sont concernées, sûrement pas. On a une attention pour le public qui est plus fragilisé. Je voudrais rappeler aussi qu'une personne qui mendie n'est pas nécessairement un sans-abri, parce qu'il y a parfois une confusion qui est réalisée entre les deux situations. Ce qu'on a voulu, il y a quelques années, c'était répondre à des interpellations très nombreuses de commerçants, d'habitants de centre-ville, d'habitants de quartiers commerçants en périphérie, qui nous interpellaient régulièrement et qui nous interpellent encore sur certaines situations et parfois un sentiment de malaise ou insécurité ressenti par quelques-uns. La difficulté aussi qu'on a d'avoir des règlements dans d'autres grandes villes. Et ce qui fait qu'il y a eu un déplacement du phénomène vers Namur depuis quelques années. Donc c'est pour ça qu'en 2014, on avait réfléchi à un règlement. On a eu une décision du Conseil d'État qui nous a interdit, par exemple, d'interdire la mendicité avec des enfants, des mineurs de moins de 16 ans, alors que là, je crois que personne ne peut contester l'objectif qui avait été le nôtre de vouloir interdire ce type de phénomène. On a voulu retravailler par la modification du règlement général de police, mais c'est vrai que maintenant, on entend encore beaucoup de commentaires de citoyens qui nous interpellent par rapport à cette problématique. C'est vrai que le cadre légal qui existe ne permet pas nécessairement d'intervenir dans toutes les situations, parce que parfois, quand on a une mendicité agressive ou quand on entrave le passage, le temps que le policier soit sur place, le phénomène n'existe plus. Bon, on aura compris que ce n'est pas facile. Martin, vraiment 15 secondes. On aurait pu entendre et croire ce que dit la majorité, prendre une option pour 3 mois à la volée sans concerter les travailleurs, sans concerter le groupe qui avait été mis en place pour. Je trouve que c'est un peu cavalier. Faire ça pendant 3 mois pendant la période estivale, c'est pas quelque chose de réfléchi. D'ailleurs, vous l'avez vous-même admis à demi-mot. Bien, allez, on passe aux questions suivantes parce que je veux donner la parole aux citoyens, aux Namurois que nous sommes allés rencontrer dans la rue notamment pour voir un petit peu leurs préoccupations au quotidien. Et sans grand étonnement, eh bien, on parle notamment de circulation et de stationnement. Voici les questions des citoyens. Je trouve que la commune devrait avoir un peu plus de solidarité pour les vieux comme moi qui doivent circuler rien que sur les trottoirs. Les trottoirs sont d'une affection incroyable. La circulation en Namur, c'est épouvantable. Un étranger qui vient, il est perdu. Ce que je reproche un peu à la ville de Namur, c'est le stationnement, le parking qui est rare et cher. Ça, c'est clair. Et bien ma question, que vont-ils faire pour aménager ça? Parce que c'est un peu la bête noire des commerçants aussi. Ils disent que les gens fuient la ville à cause qu'il n'y a pas de parking, quoi. Bien. Voilà donc les questions concernant le stationnement, la circulation, le plan de stationnement mis en place il y a quelques semaines maintenant fait quand même débat. Beaucoup de citoyens se plaignent. La majorité, qu'avez-vous à leur répondre par rapport à ça? Philippe Noël, peut-être, c'est Patricia Grandchamp de votre parti qui est cheville de mobilité qui a mis en place ce plan. Est-ce qu'on est là aussi dans le bon ou est-ce que c'est peut-être pas un peu exagéré que les citoyens en ont marre? Je pense qu'on est dans une situation intermédiaire. Une situation intermédiaire, c'est-à-dire vers un devenir où on est en train de créer toute une série de parkings en ouvrage qui vont permettre d'avoir une vision claire sur le stationnement. Et toute cette vision... Mais du coup, il n'aurait pas fallu attendre ces ouvrages pour mettre en place le plan de stationnement? Ça, je pense qu'il y a une question d'opportunité de manière générale et on sait très bien, on en a parlé tout à l'heure, l'articulation entre tous les grands projets qui est présente également. Mais donc, il faut juste rappeler une chose. Le stationnement à Namur, il se base sur une cohérence générale. Tout ce qui est stationnement court terme, moyen terme, c'est en voirie que l'on l'imagine. Le stationnement long terme, et principalement notamment lorsqu'on prend le temps de venir faire ses courses à Namur, se fait dans un parking d'ouvrage. Et donc il faut clairement pouvoir créer des parkings d'ouvrage, c'est ce qui est en cours pour le moment. Ça, au niveau du stationnement, qui est le lieu de destination, c'est quelque chose qui est en place. Au niveau de la mobilité, il faut pouvoir créer des espaces qui soient des espaces pour l'ensemble des différents modes de déplacement, que ce soit le piéton, comme l'a évoqué le monsieur, que ce soit les vélos, que ce soit les voitures. Alors, malgré toute la dynamique générale qui a été mise en place, et notamment par rapport aux évolutions au niveau des transports en commun, on se rend compte que chaque année, on a 1,5% d'augmentation de la circulation routière. Et donc, sur une vision sur 10 ans, ça correspond quand même entre 15 et 20% d'augmentation du flux de voitures. Et donc, c'est certain que malgré toutes les dynamiques qui sont mises en place vers une cohérence globale, il y a
une nécessité de devoir gérer au mieux ces flux qui ne cessent d'augmenter. Et je reviens sur cette approche que vous avez évoquée tout à l'heure du STI, donc du système de transport intelligent, parce qu'on se rend compte que pour pouvoir faire face aux enjeux de mobilité dans les années à venir, avec les contraintes physiques qui sont celles de la ville de Namur, ces 2 fleuves, sa citadelle, il y a lieu de prendre en charge une gestion dynamique des flux. Le STI est une des réponses, en plus des ouvrages qui sont en construction pour le moment. Alors, dans la question citoyenne, je demanderai en régie si on peut éventuellement déjà mettre la question qu'on a reçue par écrit notamment, enfin une des questions qu'on a reçues par écrit, par Internet, le dernier magnéto. Ce monsieur parlait aussi des trottoirs et de la propreté. On regarde si on peut voir cette question sur antenne, la voilà. Concernant la propreté, un citoyen de Salzy nous dit « Allez-vous placer plus de caméras en ville et aux abords des sites de poubelles enterrées? La ville va-t-elle engager plus d'agents constatateurs sur le terrain ?» Question donc de monsieur Siret de Salzine. Sur la propreté de manière générale, Anne Barzin peut-être ? Un travail très important a été réalisé en matière de propreté publique sur plusieurs volets. D'abord par mon collègue Bernard Guillit qui est en charge de l'environnement, en collaboration bien entendu avec les services du bureau économique de la province de Namur. On a mis en place, on a développé les sanctions administratives communales qui visent à lutter contre toute une série d'incivilités, notamment en matière d'environnement, et les problèmes de propreté publique en font bien entendu partie. Donc ça a été développé. On a adapté notre règlement général de police par rapport à cela. On a formé des agents constatateurs, donc la dynamique est en cours par rapport à ces éléments-là. On parle de caméras. Alors c'est vrai qu'au niveau des caméras, on regarde bien entendu plus l'aspect sécurité. On a prévu des budgets importants pour renforcer notre dispositif de caméras, particulièrement dans le centre-ville, sur les places. Le marché est en cours et donc là, je pense qu'il y aura une réponse aussi sur l'aspect sécurité et par rapport aux investissements qui ont été réalisés en matière d'environnement, que ce soit pour le matériel, les balayeuses et au niveau du personnel. Le collège a voulu retenir toujours une attention très particulière à cette thématique. Très bien. Je pense qu'on n'a plus le temps d'aborder la dernière question. Me dit-on en régie, est-ce qu'on j'ai encore le temps ou pas? Visiblement, on n'a pas trop le temps. C'était une question sur les logements sociaux d'une dame qui attend son logement social depuis 6 ans. Est-ce qu'en matière de logements sociaux, il y a amélioration en vue ou est-ce qu'il y a une réponse à donner? Alors, chaque année, nous augmentons le parc de logements publics à Namur et c'est une fierté. Là où certaines communes, certains bourgmestres de manière assumée disent ne pas vouloir de logements publics sur leur territoire, ça n'a jamais été la logique de la ville de Namur, quels que soient les bourgmestres qui soient succédés. On le fait en partenariat avec les sociétés de logement. Monsieur Martin est président du foyer Jean Bois, il sait de quoi il retourne, mais il est vrai que par rapport à la demande de logements publics, à tarif modéré, parce que c'est vrai que le coût du logement à Namur est aussi un élément qui pèse sur le budget des ménages, mais il y a une création de logements qui, même si elle est constante, même si elle est continue, même si elle augmente chaque année, ne se fait pas à un rythme suffisamment rapide pour répondre à la demande. Mais donc on continue de travailler, sous l'impulsion aussi de l'échevine du logement, Madame Skelkin, avec l'engagement logement, qu'un des grands projets immobiliers, on veille à ce qu'il y ait un partenariat avec l'agence immobilière sociale, et toutes les sociétés de logement, le CPS, la régie foncière, on met tous les acteurs publics ensemble pour essayer d'améliorer l'offre. Très bien. Oui, monsieur Martin a raison quand il dit qu'il manque cruellement de logements et que surtout que la dynamique qui est impulsée par la ville de Namur est une dynamique qui est fainéante en matière de logement public. 3% de logements publics par an. Ça, c'est la réalité des chiffres. Alors j'entends en effet que la ville doit avoir des moyens pour construire des logements et j'entends aussi que ce n'est sans doute pas sa mission première, mais c'est une mission essentielle. Il y a des outils qui existent aujourd'hui et on en parle assez souvent sur, par exemple, les nouveaux outils qui viennent d'être permis sur la réquisition de logements d'inoccupés, l'insalubrité des logements, sur le fait aussi de certaines primes qui pourraient être allouées, mais surtout, un des plus grands outils que nous avons mis en œuvre avec une société de logement, celle que je préside, est cette faculté de demander aux promoteurs de participer à l'effort. Et ça, c'est dans les charges d'urbanisme qu'on peut avoir ce levier qui, à un moment donné,
non seulement apporte du logement public et social en plus, et c'est important, et on le sait, 4700 familles aujourd'hui à Namur attendent un logement social, ce qui est très important, mais ça permet surtout de renforcer la mixité sociale qui est aussi importante à développer au sein de la ville de Namur. Et dans certains quartiers, comme par exemple le quartier des Casernes, on peut regretter qu'il n'y ait pas eu cette volonté de mixité développée. Malheureusement, je dois clôturer ici, on arrive au terme de l'émission, mais c'est la preuve qu'il y a encore beaucoup de thèmes à aborder, à développer, et on les abordera lors de la prochaine grande émission consacrée à la ville de Namur. Ce sera le débat électoral en vue des prochaines élections communales d'octobre. C'est le prochain rendez-vous qu'on vous fixe. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et pour ce débat constructif et calme, je dirais, où on a appris beaucoup de choses. Mais donc rendez-vous prochain débat électoral en septembre ou octobre prochain. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et à bientôt.